Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et on en vient donc à ce nouveau, on va dire, cette nouvelle nuit passée à l'Assemblée nationale, l'acte 1 du nouveau quinquennat bouclé à l'Assemblée dans la douleur parce que les députés, effectivement, se sont quelque peu écharpés autour de la question d'un amendement concernant les pensions de retraite. On va en parler tout de suite avec notre invité, Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir et premier vice-président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Alors, je parlais d'un léger psychodrame cette nuit. Il était 2h30 du matin, donc on a découvert ça, nous. Pardonnez-nous, on dormait à cette heure-là, mais pas vous. Vous avez effectivement, il y a eu un échange assez musclé entre une partie des députés du Rassemblement national à la NUP et de la majorité présidentielle sur la question de cet amendement concernant les pensions des retraités. Alors je vous propose d'écouter, il y a eu un deuxième vote qui a été demandé. Je vous propose d'écouter d'abord Éric Coquerel qui a interrogé le ministre de l'économie. On l'écoute. Oui, il est probable que les retraites, étant donné le niveau d'inflation, seront revalorisées en janvier 2023 en tenant compte de l'augmentation des 4%. Indiscutablement, réglementairement, monsieur le ministre, messieurs, dames de la majorité, vous avez raison. Mais politiquement, vous avez tort. Politiquement, vous avez fondamentalement tort. Alors, Philippe, on veut essayer de comprendre cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé avec cet amendement, concrètement? Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Dans le projet de loi que nous avons voté cette nuit, parce qu'il a quand même été voté, oui, il est prévu une revalorisation des retraites de 4%. Ça va tomber au mois d'août. Elles ont déjà été augmentées de 1,1%, ce qui fait 5,1%. C'est d'être très précis. L'inflation attendue pour l'année, c'est 5,5%. Donc il manque 0,4%. Et 0,4%, ça a donné lieu à un amendement qui pèse donc 500 millions d'euros, qui est arrivé sur une proposition de Charles de Courson. D'ailleurs, il avait dit amendement d'appel, en disant il serait bien qu'on mette un peu plus parce qu'on sait que la revalorisation que nous apportons avec l'Assemblée au jour où je vous parle, ne sera pas suffisante pour l'année. Bruno Le Maire a répondu de façon très claire. Si jamais ce que vous dites est juste, donc si jamais vraiment cette inflation est plus importante que la revalorisation que nous apportons, eh bien au 1er janvier 2023, on augmentera les retraites. Et tout s'est articulé autour de tout ça. Donc il ne faut pas, si vous voulez, résumer ces quelques jours de débat pour ces 500 millions que l'on remettra au pot en janvier. Mais parce que dans ce que nous avons voté cette nuit, c'est plus de 24 milliards d'euros. Vous entendez, 24 milliards d'euros que l'on met sur la table pour les Françaises et les Français sur le pouvoir d'achat. C'est un juste retour des choses pour eux parce que c'est très dur face au mur de l'inflation. Vous voyez, donc tout, évidemment, c'est bloqué sur cet amendement à 0,4%, sur cet amendement à 500 millions, qui en plus n'était pas gagé. Je vais expliquer ça pour vos auditeurs. Ça veut dire que lorsqu'un député dépose un amendement qui coûte de l'argent, il doit dire je prends l'argent ailleurs. Et il avait été mal gagé. C'est-à-dire qu'en clair, il est allé chercher de l'argent pour en mettre un peu plus à ses retraités chez tous les pensionnés militaires. Donc on a expliqué qu'un militaire en retraite, on allait lui enlever un peu de sa retraite pour augmenter celle des autres. Ça n'a pas de sens. Donc il y a eu franchement sur ce débat, je vous le dis, des efforts qui ont été faits de part et d'autre. Le gouvernement a lâché sur 475 millions d'euros pour les collectivités. Et par exemple le fioul, vous le disiez dans votre reportage tout à l'heure, pour aider les personnes les plus modestes à financer le fait qu'ils doivent remplir leur cube de fioul à la rentrée. Le gouvernement donc fait cet effort de 475 millions. On aurait tous souhaité, moi lorsque j'ai fait l'explication de vote au nom du groupe démocrate, bien sûr des mesures aller plus loin. Enfin, vous connaissez le vertige que nous avons avec le mur de dépenses publiques, avec la dette que nous avons. Donc l'effort qui a été fait est un effort sans précédent. Il faudra probablement y revenir en fin d'année. Oui, donc vous dites et vous répondez à ceux qui vous accusent de faire les poches des retraités aujourd'hui, c'est faux. Non, je vais vous dire une chose très simple, que j'ai dit dans mon explication de vote. Lorsque François Hollande était président de la République, les retraites n'ont pas suivi l'inflation. Quand je vois des gens de gauche qui ont hurlé comme ils l'ont fait hier soir, ça me fait mal. Quand je vois que l'indice de la fonction publique, on l'augmente de 3,5%. Quand je vois que tous les minima sociaux, on les augmente de 4%. Je vous dis pas que c'est formidable. Il y a des gens dans la souffrance. Vous savez, moi, je suis un député de terrain, donc je les vois, je les croise. Je suis revenu dans ma circonscription, j'ai déjà croisé des gens ce matin en fin de matinée. Ils m'ont dit, c'est dur, on n'y arrive pas. Mais là, il y a eu des efforts considérables. Donc, il faut vraiment, franchement, on n'est pas exagéré ce qui s'est passé. C'était le combat parlementaire. Mais surtout, je voudrais insister, le Rassemblement national est parti à la fin. Ceux qui ont voulu avoir une attitude responsable pendant tout ce texte, qu'ils ont eu d'ailleurs, eh bien là, ils sont partis
parce que ils n'ont pas accepté qu'on leur explique que l'amendement était mal ficelé, mal préparé, s'il faut m'exprimer ainsi. Et donc, ils n'ont même pas pris part au vote. Et la gauche a voté contre. Et la NUPES a voté contre. Les Françaises et les Français doivent savoir une chose. Nous avons voté depuis 10 jours 2 textes majeurs. Un sur le pouvoir d'achat et hier, ce qu'on appelle cette nuit, le projet de loi de finances rectificative, ce qui permet de donner les moyens. Eh bien, la NUPES a voté contre. Ils voulaient plus, mais au moins qu'ils votent qu'on apporte. Vous vous rendez compte? S'ils avaient été au pouvoir, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Donc aujourd'hui, donc le budget, tout est parti au Sénat. Il va y avoir une navette effectivement parlementaire. Mais ce que vous reproche, en tous les cas, ce que reprochent certains, c'est d'avoir justement fait revoter un amendement, soi-disant parce qu'il ne convenait pas au gouvernement. Donc comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer pour comprendre le fonctionnement de ces allers-retours sur ces textes-là? C'est très simple. Moi qui suis un parlementaire depuis quelques années, c'est mon 4e mandat. Des gouvernements qui font faire ce qu'on appelle de deuxième délibération, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Là, il y en a une seule qui a été redemandée, sur cette affaire des 500 millions. Sur tous les autres, le gouvernement il a accepté un certain nombre d'amendements qui étaient proposés par les oppositions, et qui est républicain, sur le prix de l'essence, on est arrivé à un bon compromis. Sur les collectivités, on est arrivé à un bon compromis. J'ai parlé du fioul, c'est un amendement républicain, nous sommes arrivés à un bon compromis. Tout le monde l'a voté, sur les collectivités, madame. Le week-end dernier, tous les groupes parlementaires, je dis bien tous, ont travaillé main dans la main pour trouver une solution. Et ça a été voté à l'unanimité. C'est vrai que c'est pas bien lorsqu'il y a une deuxième délibération. C'est vrai que c'est pas bien. Mais ces 500 millions-là, on les mettra en janvier 2023 si vraiment il faut les mettre. Il faudra probablement les mettre. Mais n'anticipons pas. C'est de l'argent public et on doit faire attention. Oui. Vous sortez de ce premier marathon, en tous les cas à l'Assemblée, avec quel état d'esprit, vous les députés? Parce que nous, on vous observe du côté, on va dire, des réseaux sociaux et aussi de la chaîne parlementaire. On regarde ce qui se passe de l'extérieur. Mais vous dites, je suis un vieux parlementaire, c'est mon 4e mandat. Comment vous le qualifiez, ce début de... Je vais vous dire les choses très simplement. Le gouvernement ne pourra pas décider seul. L'Assemblée prend toute sa force, toute sa puissance. Le parlementarisme est là, mais il faut aussi un esprit de responsabilité. C'est pas parce qu'on a là aussi une grande partie de la clé de la décision qu'on doit mettre 100 millions là, 1 milliard là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut plus en amont. Il y a une nouvelle méthode à inventer. Ça sera pour septembre. C'est tout le challenge. Mais inventer en amont, que le gouvernement et le Parlement se parlent plus, travaillent plus en amont avec les groupes de la majorité, travaillent ensuite avec les groupes de l'opposition pour voir comment on peut construire des décisions. Mais je voudrais simplement vous dire que ces 10 derniers jours, sur la preuve, alors qu'on a dit que tout était bloqué, que sur les 3 textes, avec le Sénat, parce que le Sénat a toute sa force, toute sa puissance, eh bien, sur le pass sanitaire, nous avons trouvé une solution. On a même changé le titre. Le Sénat a changé fort justement le titre du texte que nous avons voté. Deuxièmement, sur le texte pouvoir d'achat qui a été voté la semaine dernière, eh bien, là aussi, on est sorti avec une décision de l'Assemblée. Maintenant, elle part au Sénat. Ils sont en train de travailler. Et sur le projet de loi de finances rectificative que nous avons terminé à 4h30 du matin, eh bien, là aussi, vous voyez, il y a eu un terrain d'atterrissage. Donc, je suis persuadé qu'on va y arriver. D'abord, c'est les Français qui ont voulu que l'Assemblée soit éclatée comme ça. C'est les Français qui n'ont pas voulu donner une majorité absolue au gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est les Français qui ont fait en sorte qu'il y ait cette répartition-là. Eh bien, c'est à nous de respecter leur volonté. Donc, pour chaque parlementaire, il ne doit pas être uniquement dans la posture. Il doit être de dire comment je peux faire pour faire en sorte que mon pays soit en capacité, demain, eh bien, d'avancer et comment on peut résoudre les problèmes de nos concitoyens. Voilà le sujet. Philippe Vigier, vous reprochiez à la NUPES d'avoir voté contre le projet de loi de cette nuit. Mais est-ce que de votre côté, vous seriez prêt à faire des compromis, à voter des amendements émanant de la gauche? Mais oui, la preuve. L'amendement sur les collectivités, il vient d'où? Sur le RSA, c'est ça? Mais sur le RSA, il vient d'où? Il vient de la gauche, mais bien sûr. Attendez, moi je ne suis pas en train de dire des bons points, des mauvais points aux uns et aux autres. Moi je vous dis une chose très simple. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde a perdu aux élections législatives. Personne n'est strictement majoritaire. Voilà la vraie vérité. Mais la NUPES ne peut pas nous raconter qu'avec 130 députés, c'est eux qui vont tout décider. Non. Vous voyez, sur l'amendement collectivité, sur le RSA, vous utilisez référence, eh bien, on a trouvé un terrain d'entente. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Puis vous savez, il y a les épées de manche, il y a tout ça. Bon, bref, au bout d'un moment, il faut quand même être en capacité, me semble-t-il, d'apporter des vraies solutions.
Alors là, vous allez effectivement, il n'y aura pas de session extraordinaire en septembre, ce qui n'est pas arrivé. Et Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, veut profiter de cette période-là justement pour mettre en place un nouveau mode de fonctionnement. C'est ça l'idée ? Absolument, indispensable que dès que il y a un texte, que ce soit un projet de loi dans un texte qui vient du gouvernement ou une proposition de loi qui vient de la part du député, on soit capable de plus se parler. Un texte gouvernemental, eh bien, il faut qu'avant on regarde comment la contribution des députés sera plus forte, mais également des sénateurs. Parce que ce que j'explique là vaut pour les deux. De toute façon, un texte de loi, il ne passe au final que lorsque les députés et les sénateurs se sont mis d'accord. Donc chacun aura plus de pouvoir, mais aussi plus de pouvoir, ça veut dire plus de responsabilités. Et surtout, ne peut pas porter la responsabilité de l'échec. Ce pays ne peut pas se permettre une bataille rangée. Ce à quoi on assiste quelquefois quand même de la part des Insoumis, c'est un peu la bataille rangée, quoi. C'est la surenchère, ça ne sert à rien. Le Front National, naturellement, le Rassemblement National aime bien aussi, même s'il le fait de façon plus policée. À part que là, il ne l'a fait pas de façon policée, puisqu'ils ont quitté l'hémicycle. Et bien, quitter l'hémicycle, c'est abandon de poste. Philippe Vigier, vous êtes député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir, premier vice-président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. Alors il y a d'autres textes, il y a beaucoup de bruit autour de vous, mais je voulais juste vous demander, l'épisode de la cravate, c'est réglé ou pas ça ? Ah, mais écoutez, il appartient, puisque c'est une proposition d'Éric Ciotti qui est questeur, il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de dire quelle est la tenue vestimentaire de rigueur, et ça me paraît la moindre des choses. Attendez, on n'est pas au bord de la plage, là, on n'est pas en train de se balader en débardeur. On a vu tout et n'importe quoi. C'est sous François de Rugy, lorsqu'il était président, que tout cela s'est dégradé. Il est grand temps, sans faire un défilé de mode, que tout le monde soit habillé convenablement. Vous savez, on est là aussi, représentants du peuple. Eh bien, lorsqu'on veut, me semble-t-il, être en capacité de gouverner, donc de décider, eh bien, il faut aussi que l'on soit à la hauteur des enjeux. Alors autre image aussi qui est assez surprenante en tous les cas, c'est qu'on voit aussi une assemblée pleine, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les précédentes mandatures. Mais ça c'est très bien. Et écoutez, les députés sont là. Il avait été décidé un vote solennel au terme du texte, c'est-à-dire que tout le monde devait être là, avec quelques délégations de vote, donc permettre à un autre député de voter pour vous, mais nous étions plus de 450 dans l'hémicycle. Ils verront comme ça que leurs députés sont au travail. Et c'est normal, c'est la moindre des choses que l'on doit faire. Vous voyez, et dire un de vos confrères me disait, mais les 35 heures sont loin. Je dis, ben oui, on vote des lois qu'on n'applique même pas aux députés. Et c'est normal, lorsqu'on a la chance d'être parlementaire, on est là pour travailler pour le pays. Est-ce que ça a requinqué un peu, finalement, cette situation ? Oui, parce que, en plus, bon, c'est le début de la législature. On sait très bien que les groupes d'opposition voulaient essayer de faire des coups. D'ailleurs, il y a une chose que l'on voit maintenant, c'est qu'ils votent ensemble ou séparément. Il n'y a plus de attention, un amendement, non, je ne le vote pas si je suis insoumis, tout ça c'est terminé. Et vous voyez, donc chacun vote les amendements comme il souhaite les voter. Et on voit d'ailleurs un certain nombre de convergences des extrêmes, droite et gauche, qui sont un peu surprenantes, mais que lorsqu'on lit leur programme économique, eh bien, on s'aperçoit que ces convergences elles étaient écrites. Philippe Vigier, dernière question sur l'aide ciblée que vous cherchiez au début à mettre en place pour le carburant. Pourquoi avoir rétropédalé? C'était la peur de l'usine à gaz? Pas rétropédalé, il fallait trouver la meilleure formule. La meilleure formule que nous avons trouvée, c'est d'abord l'objectif, c'était 1,50, c'est l'objectif affirmé par les Républicains, c'est un objectif que je trouve très bien. Deuxièmement, comment on y arrive? Il faut baisser de 50 centimes. Eh bien, c'est un effort partagé par l'État, qui au lieu de donner 18 centimes en donne 30, et 20 centimes autres, c'est Total qui les donne. Et j'imagine que comme il y a un champ concurrentiel, eh bien Shell et les autres pétroliers qui sont sur le territoire français mais qui ne sont pas des entreprises françaises, comme la concurrence va s'organiser, on va faire cet effort. Moi, ce que je vois, c'est que l'usager qui prendra sa voiture en octobre, en septembre, il paiera l'essence 50 centimes de moins. En novembre et en décembre, il la paiera 30 centimes de moins. Je crois que ça, vraiment, c'est un gros point pour le pouvoir d'achat parce que dans mon territoire, par exemple, on n'a pas le choix que de prendre la voiture. Je suis désolé. Alors Philippe Vigier, donc vous confirmez qu'il y aura donc une nouvelle revalorisation au 1er janvier prochain, si nécessaire, pour les retraités, hein? Absolument, ce sont les propos du ministre. Merci beaucoup Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir, premier vice-président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale, d'avoir été avec nous après cette courte nuit, hein, avec ce vote au bout de la nuit, comme on dit dans ces cas-là, hein.
Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. On va aller dans un instant sur le terrain de la sécheresse, sans mauvais jeu de mots, puisque l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par la préfecture de l'Aveyron, par exemple. Et ça a des conséquences notamment sur les agriculteurs. Et puis on va en parler dans un instant avec vos appels au 0826 300 300.